Il est 19 h, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Merci de nous être fidèles. À la une de l'actualité aujourd'hui. Pas de récolte miraculeuse cette année, mais la satisfaction d'avoir perpétué une tradition ancestrale. Les porteurs d'oranges ont terminé la première cueillette et se préparent désormais à dévoiler et vendre les fruits à la population. À quelques semaines de la rentrée scolaire, c'est le même rituel, le même défi, acheter au meilleur prix et au même endroit. Mais cette année, la facture risque d'être salée. Les distributeurs sont sur le qui-vive et tentent de satisfaire la clientèle. Juillet rimerait presque avec disette. Plantes et fleurs jouent à l'échappée belle. La production est divisée par 10. La faute à la fraîcheur, au manque de soleil, au vent trop important. Les précisions dans quelques instants. Ils sont partis en mission de connaissances scientifiques. Les membres de l'association Manusop ont embarqué à bord d'un navire militaire direction les atolls des Tuamotu. Objectif, répertorier les oiseaux endémiques pour mieux les protéger. Et pour en parler, nous accueillons ce soir en plateau Jean-François Buteau, membre de l'association et naturaliste émérite. 4 jours de fête autour du Ori Tahiti, 4 jours où les danseurs du monde entier se sont réunis à Tahiti. La 6e édition du Wharereira a rencontré un vif succès. 600 personnes hier soir se sont réunies pour la soirée de remise des prix à Paia. Le reportage à la fin de cette édition. Elle est toujours très attendue. La première cueillette des oranges est terminée. Après 5 jours passés en montagne à nettoyer les sentiers et ramasser les fruits, les 150 bénévoles de l'association de la protection de Punaru sont rentrés ce matin. Pas de miracle cette année, mais une tradition qui se perpétue. Âgés de 6 à 73 ans, tous sont mobilisés pendant un mois pour faire vivre cette culture ancestrale. Reportage Priscilla Etev et Patita Savea. Les épaules endolories et marquées par l'effort, ces hommes rentrent avec le plein de vitamines. 50 kilos d'oranges, chacun à bout de bras. Impressionnant pour n'importe qui, peut mieux faire pour Rua et Reiho, ce père et ce fils qui arpentent la vallée de la Punaru depuis des décennies. C'était dur quand même. Comme toutes les années, on fait ça. C'est une habitude. C'était un peu compliqué cette année, pas beaucoup d'oranges. Il fallait courir un peu partout pour essayer d'avoir des oranges. Cette première cueillette n'est pas plus juteuse pour les autres bénévoles, malgré la journée passée hier dans les arbres à la conquête du moindre agrume. Mais l'essentiel, c'est de perpétuer cette coutume très symbolique pour la commune de Punauia. Quand j'étais petit, je voyais à la télé les vieux, les anciens qui portaient comme ça m'a toujours donné envie de porter. Et puis voilà, je me suis dit un jour en grandissant, je vais porter aussi comme eux. On a beaucoup d'anciens qui ont beaucoup de savoir, qui veulent beaucoup nous apprendre. Donc du coup, c'est pour faire perdurer une tradition. Cette année, il y a eu beaucoup de plus jeunes, de très jeunes. Et donc du coup, je suis très contente qu'ils puissent vivre cette aventure aussi avec nous. Il y a beaucoup d'oranges qui sont des oranges un peu spéciaux, on va dire. Il y a du mana, quoi. Il y a du pouvoir dedans et c'est assez riche en vitamines, en jus. Et donc voilà, et mon père, il participe à ça depuis qu'il a 10 ans. Et maintenant, il a une 60aine d'années, quoi. Donc voilà, je voulais reprendre le flambeau, quoi. Une fierté pour Randolph de voir la relève assurée. À 73 ans, le doyen des ramasseurs de fruits compte sur les générations futures pour préserver la ressource. Peut-être qu'ils vont rénover cette plantation et que ça va continuer dans le temps pour les enfants. S'ils continuent à dépérir comme ça, on n'aura plus d'orangers d'ici quelques années. Et pourtant, cette activité peut rapporter gros aux cueilleurs d'oranges les plus motivés quand la saison le permet. Cette année, elle s'annonce plutôt amère, selon les connaisseurs. Et en attendant la prochaine cueillette dans la vallée, place demain à partir de 9 h au défilé des porteurs d'oranges à la mairie de Punauia, où la première récolte sera également vendue à la population. Restons du côté de la Punaru. Les habitants de la côte ouest le redoutent chaque matin, chaque soir. Le giratoire de l'ex-méridien est un rond-point, est un point convergent où le trafic est dense et les bouchons quasi inévitables. Le pays a donc décidé d'en modifier l'accès. Le but, fluidifier la circulation avant la rentrée scolaire. Désormais, la voie de gauche menant au rond-point est fermée pour les automobilistes de Paia qui, du coup, ont la priorité sur la voie de droite. Quant à la route qui mène à l'ancien hôtel, elle devient un sens interdit, sauf pour les riverains. Mais qu'en pensent les usagers ? Eh bien, ce nouveau dispositif ne fait pas l'unanimité. Écoutez. C'est vrai qu'avant, ça bloquait trop. Mais maintenant, je sais pas. Tu penses que ça peut éviter des bouchons ?
On va voir à la longue, hein, parce que là, pour l'instant, aujourd'hui, c'est encore trop frais. Parce qu'il n'y a pas de solution, il faut faire la deuxième route. Tiens, ça va pas arranger? Non. À moins de passer sous le pont, sous la terre, comme à Ponavia. Peut-être c'est une solution, hein, je ne sais pas. Et restons dans l'esprit de la rentrée. Elle approche à grands pas. C'est dans moins d'un mois. Crise Covid, taxe sociale, inflation. Comme pour le reste, les prix des fournitures scolaires ont aussi augmenté. Pourtant, les distributeurs l'assurent. Ils font tout pour éviter une hausse trop importante. Car ils le savent. Les parents font des livres, stylos et cahiers une dépense prioritaire. Cybèle Plichard, Patrine Tixing. À chaque rentrée, le même rituel et le même défi. Tout acheter au meilleur prix et si possible au même endroit. Mais cette année, la facture s'annonce plus salée. On s'attend à l'évolution du prix aussi. On attendra à la caisse. On n'a pas trop le choix non plus. Hein. Les enfants doivent aller à l'école et voilà, tous les ans c'est pareil. Pas trop d'accord avec les prix, mais bon, on n'a pas trop le choix. Hein. On n'a pas trop le choix, on est obligé de prendre. Voilà. Qu'elle soit bien préparée pour reprendre l'école. Le cocktail Covid, inflation, taxe sociale a une incidence de 5 à 10% sur le prix des fournitures scolaires. 3 distributeurs se partagent le marché, une concurrence qui contraint les responsables commerciaux à trouver de nouvelles stratégies. On a choisi la politique de ne pas faire de catalogue papier pour éviter cet investissement qui est assez énorme de catalogue, hein, d'impression et d'édition de catalogue. Et cette enveloppe, on l'a gardée justement pour compenser et garder des prix équilibrés pour nos enfants du Fénois. Ici, 5 intérimaires ont été appelés en renfort, notamment pour préparer les commandes. Aouté doit remplir 10 palettes en une journée. Il faut satisfaire les 380 établissements et associations. Là, je suis en train de préparer pour le lycée Toyami Bugaï. C'est tout ce qui est les manuels pour toutes les classes qui sont là-bas. Ça fait du travail? Oui. Dépoter les containers, arriver en retard, ce magasin se transforme lui aussi en centrale d'achat au moment de la rentrée. Là, on est vraiment un petit peu en retard. Donc, on fait tout notre possible avec tout le staff du magasin à pouvoir achalander le magasin, approvisionner le magasin pour satisfaire vraiment la clientèle. Ça va, vous avez encore quelques jours? Oui, on a encore quelques jours, mais il vaut mieux être prêt bien avant le coup de feu. C'est les premiers prix dans les classes, donc voilà, c'est les moins chers. Et du coup, je suis obligée d'achalander à chaque fois. Donc, quand les clients arrivent, c'est plein, c'est fou. Enfin, voilà. C'est le rush là? C'est le rush. Disposer chaque article dans les rayons en fonction des prix et de la demande. Tout un art, Metitawa a l'habitude, après 21 ans de métier et autant de rentrée scolaire. Continuité et efficacité, ce sont les mots d'ordre du nouveau gouvernement Macron. Au lendemain du remaniement, le président de la République a donné la feuille de route à sa nouvelle équipe. Une équipe qui accueille des nouveaux visages jusqu'alors inconnus. Parmi eux, Philippe Vigier, qui succède à Jean-François Carenco en tant que ministre délégué chargé des Outre-mer. Et pour sa première journée, Philippe Vigier est entré dans le vif du sujet. Tôt ce matin, l'ancien député de l'Eure-et-Loire a effectué la passation de pouvoir avec Jean-François Carenco et en présence du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin. Il a ensuite rejoint l'Élysée pour son premier Conseil des ministres. Reportage Pierre Lacombe avec Amandine Poncé, Esther Abitbol et Emmanuel Morel. Ils se présentent ensemble sur le perron de la rue Oudinot. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, accompagné de Jean-François Carenco et de Philippe Vigier. L'un s'en va, l'autre arrive, une passation de pouvoir chaleureuse et républicaine, avec d'abord un hommage appuyé aux sortants. Tu as travaillé sans relâche, j'en suis absolument témoin, de 4h du matin à 4h du matin, pour régler tous les problèmes nombreux qui étaient avant toi, et tous les problèmes nombreux, malheureusement, qui se créent pendant que nous étions là. Un an de travail et des millions de kilomètres parcourus. Jean-François Carenco a visité tous les territoires ultramarins. Il ne le cache pas, il est fatigué, mais satisfait du devoir accompli. Je suis heureux et fier d'avoir servi les Outre-mer, d'avoir servi la République, d'avoir servi son président. Le nouveau ministre chargé des Outre-mer est le dernier à prendre la parole. À 65 ans, Philippe Vigier étrenne son nouveau costume de ministre avec un engagement, être au plus près des territoires et de leurs préoccupations. Je voudrais dire aux hommes et aux femmes de ce territoire que je serai à leur écoute.
Je sais qu'il y a des difficultés, je sais qu'il y a aussi des capacités absolument exceptionnelles. Eh bien, je crois que cela exige de la part du gouvernement de la République qu'on soit à la hauteur de ces enjeux. La passation de pouvoir terminée, Philippe Vigier entre dans le vif du sujet. Premier conseil des ministres et déjà les premières pressions. À peine nommé, le choix de l'ancien député de l'Eure-et-Loir agace la délégation outre-mer de l'Assemblée. Il faut des gens qui puissent porter haut et fort nos revendications, nos besoins, nos réalités, qui ne sont nullement prises en compte aujourd'hui de façon concrète et pérenne. Et ça, c'est dommageable et très malheureux pour l'avenir en tous les cas. Dans quelques heures, Philippe Vigier effectuera son premier déplacement outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Le nouveau ministre accompagne le président de la République en tournée dans le Pacifique. Et comme vous venez de l'entendre, la nomination de Philippe Vigier au ministère des Outre-mer agace les députés ultramarins. Quelques heures seulement après la passation de pouvoir, 18 députés d'opposition ont signé un communiqué pour exprimer d'une seule voix leur stupéfaction et inquiétude. Parmi eux, les 3 députés polynésiens, représentés à Paris par Steve Chailloux. Il est au micro d'Emma Giaconelli. On se retrouve encore, comme je l'ai dit tantôt, dans la continuité de cette posture de ne pas consacrer aux Outre-mer un ministère de plein exercice, mais un ministère sous tutelle. Symboliquement, c'est quelque chose qui nous impacte fortement. Deuxièmement, par rapport justement à ces décisions-là, on a toujours cette mauvaise impression que le gouvernement considère finalement les Outre-mer comme étant un petit peu le bibelot sur le meuble de la Macronie. C'est quelque chose évidemment qui nous déplaît parce que autant les officiels ont des discours élogieux et dithyrambiques et soi-disant respectueux envers les Outre-mer, mais dans les faits, on n'a pas l'impression que les actes suivent les faits. Deuxièmement, par rapport au casting, c'est-à-dire M. Vigier, et je ne veux pas lui faire un procès d'intention, je vais le laisser s'installer et prendre connaissance, il y a un passif. Ça fait 1 an qu'il est député. Et depuis 1 an, nous nous sommes déjà battus contre lui, contre ses positions, qui étaient contre les positions des députés Outre-mer. Donc maintenant qu'il est ministre délégué des Outre-mer, ça nous pose problème et ça nous inquiète énormément. Ce n'est pas une surprise, c'est même une habitude. Le mois de juillet est pauvre en fleurs. La faute à un ensoleillement insuffisant et à une présence plus importante du vent. Pourtant, la demande est toujours là. Dans les champs, les cueillettes se font disettes. Cela devrait durer encore un tout petit mois. Stéphane Ratino était Ivaribé. Au marché de Papara, les plantes et les fleurs occupent toujours un bel espace. Cet écrin de verdure attend seulement les clients. Et en ce mois de juillet, même après le haïba, il y en a encore. Il y a des fois qui viennent l'après-midi, le matin. Ouais, ça se vend à 1500, 2000 francs, ça suffit pour moi, pour la journée. Dans les champs, cette appétence pour les fleurs ne manque pas en ce moment d'interroger, parce que la saison est plutôt à la disette. C'est toujours comme cela, en juin et juillet. Juliette, depuis 18 ans, est spécialiste des tiarets. Mais chaque année, à cet instant du calendrier, elle sait que ses mains ne seront pas autant fleuries, au grand désarroi des consommateurs. Ça commence à mi-juin, juin-juillet. Là, ça va reprendre fin du mois de juillet, début août. Si le temps est, comment on dit, s'il y a du soleil, ça va reprendre. Les gens ralancent en ce moment en disant qu'il n'y a pas beaucoup de fleurs. Ah oui, des fois tu te fais presque agresser. Il m'appelle à 4h du matin. Sur son hectare et demi de culture, Wilfried fait pousser des orchidées. Plus de 30 ans d'expérience. L'orchidée dans un bouquet de fleurs est une signature d'élégance. Seulement, la fleur grandit dans la terre du Fénois, en juillet, joue à l'échappée belle. La production, elle est divisée environ par 10 par rapport à une saison en pleine production. Voilà. Et puis alors les fleuristes, ils sont obligés d'en importer plus de l'étranger. Et dis-moi, ça va reprendre quand ? Quand les journées seront plus longues, quand on aura plus d'ensoleillement. Retour au marché de Papara. Les fleurs ont une signification sociale et là, il n'y a pas de pause. Anniversaire, décès, retrouvailles, elles signent une altérité. Plus que les plantes d'ailleurs, d'où une demande toujours présente. Moi, je n'ai pas vraiment vendu de pots d'anthurium, c'est plutôt les bouquets. Enfin, comme je vends des bottes d'anthurium, alors c'est plutôt ça qui part, pas les pots. Les gens préfèrent les fleurs, les bouquets alors. Voilà. Avec le soleil qui revient plus longuement, peu à peu s'installer au-dessus de nos têtes, le temps des fleurs, made in Fénois, va revenir, lui aussi peu à peu.
une quinzaine de jours en mission invités par la Marine nationale. Les membres de l'association MANUSOP ont profité de cette opportunité et de la logistique des militaires pour réaliser un inventaire de la faune et la flore, mais surtout des oiseaux des îles des Tuamotu. Au programme, 12 atolls dont certains peuvent visiter depuis des décennies, voire pas du tout. La priorité de ces experts, améliorer la connaissance scientifique sur les volatiles de ces îles. Alors pour en parler, nous recevons ce soir Jean-François Buteau, membre de l'association et naturaliste émérite. Yaorana, Jean-François. Yaorana, Souliane. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors vous êtes rentré hier matin de cette mission. Vous avez parcouru, je l'ai dit, des dizaines d'atolls. Qu'est-ce que vous cherchiez exactement et qu'est-ce que surtout vous avez découvert ? Donc on cherchait à faire l'inventaire à peu près complet de l'avifaune et de la flore de ces différents atolls, ainsi que la présence de rats ou de chats également. Certains atolls, comme tu l'as dit, étaient complètement inconnus des naturalistes, donc ça a permis de faire un premier inventaire de base, de connaissances. Est-ce qu'il y avait des espèces rares, rarissimes, protégées, menacées ou introduites, et d'autres n'avaient pas été visitées depuis quasiment 100 ans. Donc la Marine nationale nous a permis de bien les étudier avec une journée par atoll à chaque fois. Donc on a trouvé une vingtaine d'espèces d'oiseaux de mer, d'oiseaux tout court, avec une dominante d'oiseaux de mer. Quelques oiseaux endémiques terrestres, comme le petit lobe des Tuamotu, comme le chevalier des Tuamotu, comme la rousserolle, des oiseaux limicoles migrateurs, les fluviers, chevaliers, etc. Et puis quelques oiseaux introduits, c'est essentiellement la poule et le poulet. Est-ce que du coup vous avez découvert des oiseaux justement que vous ne connaissiez pas avant ? Non, on les connaissait tous, mais certains on les connaissait très mal puisqu'on ne savait pas où est-ce qu'ils nichaient. Donc là, les prospections sur différents atolls ont permis de trouver des nouveaux sites de nidification sur des îlots qui n'avaient peut-être pas été prospectés ou prospectés à la mauvaise saison. Donc là, on a eu la chance de trouver 3 sites de nidification de sternado gris, le ore. On a pu valider aussi le nom polynésien de cet oiseau-là avec la population quand les atolls étaient habités. Et est-ce que vous avez trouvé également des menaces ? Et si oui, quel type de menaces vous avez trouvé dans ces atolls-là ? Donc essentiellement, c'est la présence des rats et éventuellement des chats. Et ça se voit assez rapidement, des atolls où il n'y a pas de rats, on va trouver des dizaines de milliers d'oiseaux marins, des oiseaux terrestres en quantité, des oiseaux terrestres qui nichent au sol. Donc là où il y a du rat polynésien, le rat qui a été introduit il y a à peu près 1000 ans avec les premières pirogues, on va trouver des oiseaux de mer et les oiseaux terrestres un petit peu moins. Et quand il y aura du rat noir, c'est le rat introduit par les navigateurs européens à la fin du 18e, là on n'aura quasiment plus rien comme oiseaux, les rats noirs mangeant les œufs, les poussins dans les arbres au sol. Donc on a trouvé un petit peu les différents cas dans les 12 atolls prospectés. Dernière question, vous étiez accompagné de Astrid Hoffmann, qui est membre également de l'association. Elle est originaire des Tuamotu, elle parle aussi la langue des Tuamotu. Est-ce que ça vous a aidé, du coup, auprès de la population, pour justement peut-être mieux connaître les problématiques, mieux connaître le nom des oiseaux, rectifier peut-être aussi le tir sur certains noms ? Alors tout à fait. On a eu la chance d'avoir Astrid, qui a pu lier connaissance avec les différentes personnes rencontrées assez facilement en parlant tahitien ou Paumotu. Et donc ça a permis de faire des enquêtes rapidement, puisqu'on n'a qu'une journée par île, on passe 1 heure ou 2 heures au village avec les habitants, donc ça permet assez facilement en fait d'avoir Astrid avec nous et elle-même aussi de faire les enquêtes sur les noms, relever les noms des oiseaux, des plantes et savoir dans l'atoll où est-ce qu'ils sont présents, pour comme ça on a en priorité les motus à visiter. Merci beaucoup Jean-François. On retrouvera donc ça dans un rapport, a priori, dans les prochaines semaines peut-être. Alors oui, ça fait 15 jours de mission, ça fait des gros moyens qui ont été mis à disposition pour nous par la Marine, donc il faut à minima faire un rapport. Ce rapport-là sera aussi diffusé aux différentes communes pour qu'ils sachent ce qu'ils ont comme oiseaux, comme plantes, comme patrimoine et pouvoir participer à la préservation. Merci beaucoup Jean-François Buteau d'avoir été avec nous ce soir. Et je rappelle que vous êtes donc membre de l'association et surtout naturaliste. Et puis à présent, cette vigilance orange, attention aux fortes houles du côté des Australes et Tuamotu-Gambier. Des vagues d'une hauteur de 3 à 4 mètres peuvent déferler jusqu'à demain. Des houles dangereuses, notamment dans les lagons, sur les côtes et aux abords. Des passes exposées aux forts courants et à une élévation du niveau de mer. Prudence donc en mer et le long des côtes. Place à la culture pour terminer ce journal. Plus de 600 personnes dans la salle Manu Iti de Paea hier soir. Les groupes de danse venus du Chili, de Taïwan ou encore des États-Unis ont été chaudement applaudis lors de la remise des prix qui a clôturé cette 6e édition du Wharereira. Il s'agit du premier événement sans Coco Hotauta, son fondateur qui nous a quittés en 2020. En clou du spectacle hier, 50 danseurs de la troupe Temaeva ont investi la scène pour rendre hommage à son emblématique créateur. Reportage signé Mélissa Chong et Teiva Ribé.
Cette offrande renforce le lien entre les passionnés de danse tahitienne venant d'horizons différents. Sur la scène du Wharereira'a, le langage universel est celui du Ori Tahiti. Ils viennent de Californie, de Hawaï, du Chili ou encore de Taïwan. Au total, 11 pays sont représentés cette année, avec pas moins de 150 compétiteurs. Je dirais que le fénois n'est pas comparable à chez moi. Je pense que c'est pour cela que nous, les étrangers, nous voulons toujours nous améliorer dans notre danse. Il est important de s'imprégner de la culture et de continuer d'apprendre pour que nous soyons fiers de montrer ce que l'on a appris ici. Pour Josh, qui vient de Californie, la danse tahitienne est une histoire de famille depuis plus de 15 ans. La passion et l'intensité du mana, tu peux vraiment les ressentir et les partager avec les autres danseurs. C'est une bénédiction d'être ici, de présenter ce spectacle devant autant de monde. C'est vraiment magnifique. Pour obtenir un prix, les danseurs ont assuré 3 jours de compétition, sous l'œil attentif des membres du jury, très pointilleux sur plusieurs critères. C'était sur la cohérence du coup avec les thèmes, sur la tenue, de comment est-ce que ça a été réalisé, de leur prestation sur scène, la synchronicité, tout ce qui était en fait en rapport avec leur thème, les chants aussi qui étaient chantés du coup sur scène. Fallait voir si ça avait une cohérence et si c'était bien exécuté. Cette rencontre internationale tient son origine d'un homme, Koko Hotahota, chef du groupe Temaeva, disparu en 2020. Je dirais que Koko n'a pas eu tort de créer, de monter ce Wharereira'a parce que c'est unique en son genre. Il s'est toujours dit notre culture dans le Ori Tahiti, on les a véhiculées à l'étranger, ailleurs, mais il faut les ramener ici à Tahiti parce que c'est ici le centre de la danse polynésienne. Plusieurs récompenses ont été attribuées, notamment des billets d'avion pour faire voyager davantage le Ori Tahiti. Koko Hotahota, quant à lui, a depuis longtemps conquis le cœur de ses danseurs et de ses admirateurs. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Pas de récolte miraculeuse cette année, mais la satisfaction d'avoir perpétué une tradition importante. Les porteurs d'oranges ont terminé la première cueillette et se préparent désormais à défiler et vendre les fruits à la population. Rendez-vous demain à partir de 9h à la mairie de Punaouia. Au programme de votre soirée sur Polynésie la première, les petits meurtres d'Agatha Christie suivis d'un match de la Coupe du monde de football féminin, Zambie contre le Japon. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Demain matin, dès 7h, sous vos ondes Radio Polynésie la première, vous retrouverez David Chang. Quant à moi, je vous dis à demain. En attendant, on se quitte avec ces belles images du Heiva i Bora Bora. Je vous laisse apprécier. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.